informer est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici le principal titre. Daniel Bumba et Jacques Kiaboula, respectivement gouverneurs de ville de Kinshasa et du Haut-Katanga, sont convoqués par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Ces derniers sont reprochés de violer la Constitution et les directives en procédant à la nomination de commissaires généraux au sein de leurs gouvernements respectifs. Le président Félix Tshisekedi a reçu le jeudi les lettres de créance de Monseigneur Mitja Lescovar, nonce apostolique en République démocratique du Congo, David Sigoké, nommé ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Zimbabwe en RDC. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à la Cité de l'Union africaine. Malgré l'abandon du plan d'augmentation des impôts par le président kenyan William Ruto, des rassemblements nationaux appelant à la démission du chef de l'État ont été organisés à Nairobi jeudi. Les manifestants ont brièvement pris d'assaut et brûlé une partie du bâtiment du Parlement. Au moins 2 personnes ont perdu la vie au cours des affrontements avec la police nationale. Bonsoir. Je l'ai annoncé en titre que Daniel Bumba et Jacques Kiaboula, respectivement gouverneurs de Kinshasa et du Haut-Katanga, sont convoqués par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, qui, quelques jours auparavant, avait enjoint le gouverneur de province de se limiter à un gouvernement de 10 membres, pas plus. Contrairement au dispositif constitutionnel et aux instructions données par le VPM de l'Intérieur, Daniel Bumba s'est donné la liberté d'adjoindre à ce gouvernement une équipe de commissaires généraux non prévus par la loi et interdite par la tutelle. Suivez. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, n'a pas du tout apprécié les agissements des gouverneurs de Kinshasa et de Lubumbashi qui sont allés outre son rappel sur la limitation à 10 le nombre de ministères provinciaux. Il interdisait également la nomination des commissaires généraux, un moyen souvent utilisé pour contourner cette règle. Daniel Bumba et Jacques Kiaboula Katwe ont publié jeudi leurs gouvernements respectifs, composés chacun des 20 membres, 10 ministres et 10 commissaires généraux. Dans un télégramme parvenu ce vendredi à Mondico Télévision, Jacquemain Chabani convoque les 2 gouverneurs dans son cabinet le lundi 1er juillet. Entre-temps, il a ordonné la suspension des cérémonies de présentation de leur programme et d'investiture de leur gouvernement qui devaient avoir lieu ce vendredi devant les assemblées provinciales. Cette décision a créé des remous non seulement à Kinshasa, mais aussi dans d'autres provinces, illustrées par l'action similaire de Jacques Kiaboula qui a également nommé 10 ministres et 10 commissaires généraux. Un acte de rébellion à l'autorité hiérarchique qui n'est pas passé inaperçu. En outre, la nomination d'une femme policière au poste de ministre provincial à l'intérieur au sein du gouvernement Bumba a suscité des vagues de critiques et sémé la controverse. Le premier pas de Daniel Bumba Lubaki à la tête de la ville ont déjà été entachés par des dysfonctionnements apparents, laissant présager un avenir politique agité pour la région. Et en diplomatie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu les lettres des créances de Monseigneur Mitja Lescovar et de David Sigoké, respectivement nonce apostolique et nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Zimbabwe en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée le jeudi 27 juin à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Regardez. Le Saint-Siège et le Zimbabwe viennent d'accréditer leurs ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires résidant en République démocratique du Congo. Les 2 diplomates ont présenté tour à tour leurs lettres de créance ce jeudi 27 juin 2024 au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une cérémonie solennelle organisée à la Cité de l'Union africaine. Premier à arpenter le tapis rouge déroulé pour la circonstance, Monseigneur Mitja Lescovar. Bonjour Excellence. Bonjour Monseigneur. J'ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous enseigner les lettres de rappel de mon prédécesseur et les lettres de créance avec lesquelles je suis nommé par le pape François, le nonce apostolique
en République démocratique du Congo. Merci, Monseigneur. Bienvenue. Nommé nonce apostolique en RDC le 15 avril dernier, en remplacement de Monseigneur Ettore Balestrero, ce docteur en droit canonique est né en 1970 à Crange. Le nouveau nonce apostolique d'origine slovène a fait ses débuts au service diplomatique du Saint-Siège en 2001. Monseigneur Leskovar était depuis 2020 nonce apostolique en Irak et archevêque titulaire de Bénévent en Italie. Âgé de 54 ans, il a eu des missions au Bangladesh, en Allemagne et en Inde. Son Excellence, M. David Sabaoke, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe en République démocratique du Congo. Deuxième et dernier à être reçu, M. David Sigaouke est en général à la retraite. Le diplomate zimbabwéen connaît la République démocratique du Congo pour y avoir travaillé dans le cadre de l'opération Sovereign Legitimacy déployée sur le front Est à Mbujimayi et Cabinda en qualité de commandant de la brigade mécanisée. Au cours de ses 41 ans de carrière, M. David Sigaouke a gravi tous les échelons au sein de l'armée du Zimbabwe jusqu'aux fonctions de chef d'état-major général. Il est âgé de 69 ans. La conférence épiscopale nationale du Congo a élu de nouveaux dirigeants avec Monseigneur Fulgence Muteba comme président. Il sera épaulé par Monseigneur Étienne Ounéyoun et premier vice-ministre et Monseigneur Jean-Bertin Nadonnier, deuxième vice-président lors d'une assemblée plénière. Une délégation de la Sanko, incluant le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et les archevêques des provinces ecclésiastiques, a rencontré le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le jeudi 28 juin à la Cité de l'Union africaine. Viningali Junior nous fait le point. La réunion qui s'est tenue à la Cité de l'Union africaine a été l'occasion pour le chef de l'État de discuter avec les évêques de la Cinco de la situation actuelle du pays et de dissiper les éventuels malentendus. La composition de la nouvelle équipe dirigeante de la Cinco a été dévoilée avec à sa tête Monseigneur Fulgence Muteba en tant que président, Monseigneur Étienne Ounéyoun en tant que premier vice-président et Monseigneur Jean-Bertin Nadonnier en tant que deuxième vice-président. Lors de cette rencontre, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Cinco, a partagé que le président Tshisekedi a reconnu l'objectivité des propos des évêques et a exprimé son engagement à travailler en étroite collaboration avec l'Église. Il a également appelé l'Église à continuer à l'accompagner, soulignant son désir que l'Église soit un acteur clé au cœur de la société congolaise. Les évêques ont ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vit le Congolais aujourd'hui, sur les domaines où ils invitent le chef de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. Il s'y est de signaler que la nouvelle équipe de la présidence de la Cinco sera présidée par Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi. Ce dernier sera secondé par Monseigneur Étienne Ounéyoun, évêque de Bondo, élu premier vice-président, et de Monseigneur Jean-Bertin Nadonnier, évêque de Lolo, élu deuxième vice-président. Dans le même chapitre, Monseigneur Fulgence Muteba Mougalou est le nouveau président de la conférence épiscopale nationale du Congo, succédant à Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Lubumbashi depuis 2021. Monseigneur Muteba a auparavant servi comme évêque de Likwa Kasenga dans la province du Haut-Katanga. Retour en image sur le parcours du nouveau président de la Cinco.
né le 9 juillet 1962 dans les diocèses de Kongolo, dans la province du Tanganyika. Monseigneur Muteba a été ordonné prêtre le 5 août 1990. Il a été nommé évêque de Kilwa Kasenga le 19 mars 2005. Diplômé en théologie pastorale de l'Université de Montréal au Canada, il a ensuite enseigné la théologie à Lubumbashi et à l'Université de Kinshasa. Il a également été secrétaire de la commission épiscopale pour la doctrine de la foi de l'Asanko avant de devenir son secrétaire général. En tant qu'évêque, il a ordonné la commission interdiocésaine pour la justice et la paix de la province ecclésiastique de Lubumbashi et présidé la commission épiscopale pour la doctrine de la foi de l'Asanko. Monseigneur Muteba est aussi président du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo et administrateur apostolique du diocèse de Kamina depuis le 30 novembre 2020. Le nouveau premier vice-président de l'Asanko est Étienne Ung-Eyun, évêque de Bondo. Né le 6 avril 1959 et ordonné prêtre le 10 août 1988, Monseigneur Eyun est docteur en théologie biblique des facultés catholiques de Kinshasa. Après un an d'études à l'université de Fribourg, sous la direction du prêtre dominicain Adrian Schenker, il a été professeur des Écritures saintes au grand séminaire interdiocésain de théologie de Saint-Cyprien de Bunia, près la frontière ougandaise. Il a également occupé le poste de deuxième secrétaire général adjoint de la Sango à Kinshasa, se chargeant des textes de l'épiscopat. Changeons de chapitre à présent, le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, a effectué une visite le mercredi 27 juin dernier à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Lors de cette visite, il a annoncé la mise en place d'une commission chargée d'étudier les mesures à prendre pour désengorger les prisons sous-peuplées de la République démocratique du Congo. Laetitia Moulala. Réponse à la situation de surpopulation carcérale chronique que connaissent les prisons congolaises. La prison congolaise de Makala, conçue pour accueillir 1500 détenus, en compte actuellement plus de 10 000. Cette surpopulation entraîne des conditions de vie désagréables pour les détenus et pose des problèmes de sécurité importants. La commission aura pour mission d'identifier les détenus qui peuvent bénéficier d'une libération anticipée, d'une libération conditionnelle ou d'une mesure alternative à l'emprisonnement, de proposer des solutions pour améliorer les conditions de vie des détenus dans les prisons et de réfléchir à la construction de nouvelles prisons ou à l'extension des prisons existantes. Constant Mutamba a également profité de sa visite pour s'entretenir avec le personnel de la prison de Makala. Les gardiens ont profité de cette occasion pour déplorer leurs conditions de travail difficiles et réclamer le paiement de leurs primes. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a promis d'examiner leurs revendications et de prendre des mesures pour améliorer leurs conditions de travail. Plus rien ne sera comme avant. Nali parmi les ministres de Liboso, nommé na bandi visite na prison ya. Il a également rappelé l'importance du rôle que jouent les gardiens de prison dans le maintien de l'ordre et de la sécurité dans les prisons. Notons que la visite du ministre de la Justice à la prison de Makala est un symbole fort de son engagement à améliorer le système judiciaire et pénitentiaire congolais. La création d'une commission pour désengorger les prisons et l'amélioration des conditions de travail des gardiens sont des mesures importantes qui devraient contribuer à améliorer la situation dans les prisons. Évaluation de la liberté de la presse en RDC. Le jeudi 27 juin 2024 à Kinshasa, les défenseurs de cette liberté se sont réunis à ce propos dans un atelier organisé par l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cet atelier, entre autres la mise en place de mécanismes officiels de protection des journalistes, pousser les hommes et les femmes de médias à exploiter les outils de surveillance de cette protection de la liberté de la presse. Suivez. Une vingtaine de journalistes venus des associations
professionnels et des médias de Kinshasa ont pris part active à l'atelier sur l'évaluation des outils de surveillance et des protections des journalistes. Ils ont évalué l'efficacité de ces outils tels que le communiqué de presse, des alertes, les conférences de presse, des outils qui devraient être bien utilisés pour protéger les journalistes. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les choses évoluent et qu'il y a lieu aussi de réfléchir comment nous pouvons adapter nos outils de travail aujourd'hui. Est-ce qu'ils doivent rester les outils traditionnels ou nous devons les adapter aussi aux nouvelles technologies de l'information et de la communication? Sans avoir préparé. Pour le professeur Claude Moukeba, enseignant à l'IFASIC et orateur, le travail de journaliste présente plus de risques que des opportunités. Le risque venant des journalistes peut être réduit, mais il ne faut pas confondre la communication et l'information, car la communication tue l'information. Alors j'ai voulu axer mon intervention aujourd'hui sur un risque que je considère comme pernicieux et sournois, auquel on ne fait pas très attention et qui vient des journalistes eux-mêmes et que j'appelle la promiscuité entre information et communication, qui s'est traduit notamment par le cumul de fonctions dans la même personne qui est en même temps journaliste et attaché de presse. Le cumul le profil d'information et de communicant alors que ça ne devrait pas aller comme ça. Et donc je considère moi que ce risque est terriblement dangereux non seulement contre les journalistes mais contre le journalisme lui-même. De son côté, Scott Maemba, défenseur de la liberté de presse, la RDC n'a pas de mécanisme officiel de protection de journalistes. C'est la raison d'être de ce plaidoyer. En cas par exemple d'arrestation des journalistes, une fois que nous produisons un des outils, que ce soit un communiqué de presse ou bien une alerte, demandant par exemple la libération des journalistes, il y a certaines autorités qui réagissent favorablement en décantant la situation, c'est-à-dire en libérant les journalistes. Et du côté faiblesse, il y en a aussi, il y a certaines autorités qui réagissent par les menaces. Le mécanisme qui existe c'est non officiel, c'est-à-dire il y a les responsables d'une organisation. En cas d'arrestation des journalistes, ils contactent un de ses amis qui est dans les institutions. Et là, ce n'est pas crédible. L'Observatoire de la liberté de la presse a organisé cet atelier avec l'appui d'Internews. Autre question abordée au cours de cette séance, les responsabilités du journaliste comme socle du processus de la démocratisation de la RDC. Parlons santé, dans ce journal, coup d'envoi le jeudi 27 juin 2024 de la première campagne gratuite de la réparation des fistules chez les enfants à la clinique Panzi de la commune de Ngalema à Kinshasa. Chez les enfants, la fistule est une malformation congénitale caractérisée par l'absence de l'anus au point que les matières fécales sortent par la voie génitale chez la fille et le périnée chez le garçon. Selon les spécialistes, cette maladie est causée par une carence de l'acide folique chez certaines femmes enceintes, chez certaines femmes pendant la grossesse. Suivez. Cette première campagne gratuite de la réparation de la fistule chez les enfants est une véritable bouffée d'oxygène pour les parents dont les enfants sont porteurs de cette maladie à Kinshasa. La plupart d'entre eux sont démunis et n'ont pas des moyens de les faire soigner. Ici, à la clinique Panzi, sur les hauteurs de la ville de Kinshasa, dans la commune de Ngalema, à l'ouest de la ville, plusieurs enfants porteurs des fistules sont accompagnés de leurs parents et attendent d'être appelés à tour de rôle. Ils sont 15 dont l'âge varie entre 8 mois à 15 ans. L'équipe médicale est composée d'un médecin légiste et son assistant. Ils sont tous venus de Bukavu au sud Kivu. Ils vont bénéficier de l'apport de leurs collègues de Kinshasa. La carence en acide folique en est l'une des causes majeures, à en croire ces chirurgiens pédiatres. La fistule chez l'enfant peut généralement être due à une communication congénitale, donc une malformation congénitale, qui va faire communiquer l'appareil urinaire avec l'appareil digestif ou l'appareil génital avec l'appareil digestif. Majoritairement, c'est les cas que nous observons chez les enfants. Mais néanmoins, on peut avoir aussi, lors de violences sexuelles avec extrême violence, n'est-ce pas, on peut avoir une communication anormale entre ces appareils-là.
La fistule est une anomalie causée par plusieurs facteurs étiologiques, entre autres les infections virales, la consanguinité, les irradiations et autres. Le professeur Alumeti explique. La cause la plus fréquente, la plus décrite, c'est par exemple une carence en acide folique, n'est-ce pas? Cette carence en acide folique est à l'origine de ce que nous appelons les malformations du tube neural. Et ce tube neural va prendre la tête et aussi le rectum. Quand vous êtes enceinte, on vous met sous acide folique à la maternité. C'est un petit comprimé là qui ne coûte presque rien, mais qui prévient nos enfants à développer des malformations congénitales. D'ailleurs, le mieux, c'est de le prendre même avant la conception. La fistule n'est pas une fatalité, elle peut être traitée pour que les malades retrouvent ses facultés comme toute personne humaine. Elle nécessite une intervention chirurgicale à l'instar de ce qui s'est fait à la clinique Panzi. Les parents très confiants en cette intervention chirurgicale espèrent que tout se passe pour que leur progéniture retrouve une vie normale. Ce parent d'un nourrisson de 8 mois a requis l'anonymat. Mon enfant Brivaël a un problème de l'anus. Depuis qu'il avait 4 jours, je l'ai accouché chez les sœurs. Lorsque je l'avais accouché, là-bas, ils n'ont pas eu le temps de vérifier l'enfant. Et moi-même, à la maison, j'ai remarqué que l'enfant n'avait pas d'anus. Et je suis allée chez le docteur. On a demandé $1 500 et je n'avais pas d'argent. Et je vis au téléphone, il y avait une campagne, ça n'a pas marché. Et Dieu merci, on m'a encore envoyé une autre campagne, mais je doutais parce que j'avais dit que je ne vais plus encore m'occuper des histoires gratuites. Mais il y a un Saint-Esprit qui m'a dit que je puisse essayer et maman aussi m'a dit d'essayer à la clinique Panzi. Ça se trouve à la place commerciale sur Forêt. La campagne va se dérouler pendant 10 jours à la branche quinoise de l'hôpital Panzi, réputée dans la réparation des femmes porteuses des fustiles au sud Kivu à l'est de la RDC. La clinique Panzi rassure à tous une intervention chirurgicale de qualité. Les médecins rappellent qu'en guise de prévention, les femmes enceintes ne devraient plus négliger l'acide folique pendant leur grossesse. En santé également, dans une récente étude, l'Organisation mondiale de la santé révèle que les adultes ne pratiquent pas suffisamment de sport. Ils sont 1,8 milliard à ne pas bouger assez pour leur santé. Près d'un tiers n'atteignent pas le niveau d'activité physique recommandé par l'institution depuis 2022. Diane Bonga pour les détails. Le niveau d'inactivité devrait atteindre 35% d'ici à 2030, alors que l'objectif mondial de réduction de l'inactivité physique a été fixé à 15% à cette échéance. Dans les régions de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Est, les gens sont moins actifs avec des taux d'inactivité physique de 40%. Au contraire, la région du Pacifique occidental 28%, l'Europe 25%, et l'Afrique 16% affichent le taux d'activité physique les plus élevés. Partout dans le monde, les femmes sont moins actives que les hommes. L'OMS rappelle que le manque d'activité physique peut avoir de lourdes répercussions sur la santé physique et mentale. Comment expliquer cette baisse d'intérêt? Selon les experts de l'OMS et leurs collaborateurs, cette baisse de l'activité physique s'explique par le changement d'habitude de population, de modes de déplacement plus motorisés, des emplois plus sédentaires et de loisirs qui se limitent aux écrans. Étant donné que le manque d'activité physique peut avoir de répercussions néfastes sur le corps humain, il est recommandé de pratiquer régulièrement des activités saines. Rendons-nous au Kenya où, malgré l'abandon du plan d'augmentation des impôts par le président William Ruto, les rassemblements nationaux appelant à la démission du chef de l'État ont été organisés à Nairobi le jeudi 27 juin 2024. Le manifestant a brièvement pris d'assaut et brûlé une partie du bâtiment du Parlement. Au moins 2 personnes ont perdu la vie au cours des affrontements avec la police nationale. Images et commentaires.
S'il a déclaré mercredi que le hausse d'impôts serait retiré et que de coupes budgétaires seraient effectuées, les manifestants sont retournés dans la rue dès le lendemain de cette annonce pour manifester leur manque de confiance au président. Nous avons actuellement un président qui n'en est pas un. Ce président, William Samoei Ruto, suit les ordres de la Constitution. La Constitution est très bien, mais le gouvernement est la règle du peuple pour le peuple par le peuple. Et maintenant, nous allons changer le Kenya pour qu'il soit la règle des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. En 2 ans au pouvoir, le président William Ruto fait face à la crise la plus grave. Face au chaos déclenché par le projet de loi défendu par son gouvernement qui comprenait notamment une hausse des impôts, un mouvement de protestation mené par la jeunesse kenyenne est rapidement développé. Des simples condamnations de nouvelles taxes en ligne, des rassemblements de masse exigeant une réforme politique ont vite pris les déçus. Le président William Ruto a pris la décision de ne pas signer le projet de loi de finances prévu après que la proposition ait déclenché un chaos meurtrier dans la capitale. Place au rappel de titres. Daniel Bumba et Jacques Kiabula, respectivement gouverneurs de ville de Kinshasa et du Haut-Katanga, sont convoqués par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani. Ces derniers sont reprochés de violer la Constitution et les directives en procédant à la nomination de commissaires généraux au sein de leurs gouvernements respectifs. Le président Félix Tshisekedi a reçu le jeudi les lettres de créance de Monseigneur Mitja Leskova, nonce apostolique en République démocratique du Congo, David Sigoke, nommé ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Zimbabwe en RDC. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à la Cité de l'Union africaine. Malgré l'abandon du plan d'augmentation des impôts par le président kenyan William Ruto, des rassemblements nationaux appelant à la démission du chef de l'État ont été organisés à Nairobi jeudi. Les manifestants ont brièvement pris d'assaut et brûlé une partie du bâtiment du Parlement. Au moins 2 personnes ont perdu la vie au cours des affrontements avec la police nationale. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et poursuivez le programme sur Mondigo Télévision. Bonsoir.